tu retrouvais tous les challenges web en tout cas. Et là, je vais surtout prendre un challenge en mode académie. Je crois que le Browser Analytics est en académie, si je dis pas de bêtises. Je vérifie vite fait que c'est bien de l'académie. Faut éviter que je leak un flag ou quoi que ce soit, mais normalement ça devrait pas arriver. Ouais, c'est ça. C'est bien de l'académie, c'est bon, nickel. Ok, n'hésite pas, sinon je le remets en facecam et je remets après. Hein. Ouais, non, c'est bon, nickel. Right. Du coup, comment ça se présente? Au niveau de mon dépôt, déjà, tous les challenges ont un dossier qui s'appelle .setup qui va permettre de gérer en fait l'installation du challenge. Et si on le désire, un _ secret _ automatiquement. Donc du coup, quand le challenge en fait est installé, ce dossier-là, secret, n'est pas accessible publiquement. Au niveau du Nginx, du coup, c'est bloqué, on n'y a pas accès. C'est par exemple si au niveau de, je sais pas, si par exemple vous mettez le flag dans secret. C'est du coup un truc qui est pour tous tes challenges, on va dire, c'est fait comme ça, c'est ça? Ou c'est T'es pas obligé de l'avoir, mais juste pour ce challenge-là? Non, c'est pas juste pour ce challenge, c'est générique. Tout ce que je dis là, c'est générique. Okay. Donc j'ai un .setup obligatoirement et un _ secret _ qui est destiné à mettre des fichiers inaccessibles publiquement depuis l'URL. Ça veut dire que je peux très bien mettre un flag.txt dans le secret et derrière faire une LFI, avoir une LFI au niveau de la faille et via la LFI aller lire le flag.txt qui est dans secret, par exemple. C'est un exemple. Voilà. Et là, en l'occurrence, sur ce challenge-là, donc dans Secret, je retrouve un bot.js et le bot.js, c'est, comme son nom l'indique, en fait, ça doit être pour une CSS du coup, mais c'est le bot qui va venir en fait ouvrir un navigateur et consulter du coup la page en question qui a potentiellement une XSS pour exploiter une XSS. Voilà. Donc c'est un Jupyter, j'imagine, ou Selenium ou... Ouais, bah là si je clique dessus on va voir le flag en fait dans le bot, mais parce que le bot du coup il embarque le flag à l'intérieur. Si je vais dans le .setup, ici j'ai un install.sh et donc dans le install.sh, et ben derrière en fait ça va venir m'appeler des scripts en interne. Donc j'ai plusieurs scripts en interne qu'on retrouve. Je vais juste faire ça, tac, pour vous montrer. D'ailleurs non, je vais plutôt faire ça. Voilà, on va plutôt prendre ça. Donc là, du coup, si je vais sur ma partie web, en fait, j'ai des binaires qui me permettent en fait d'installer le challenge, d'installer la database, d'installer le PHP. Okay. J'ai un binaire qui permet d'écouter en cas d'installation d'un challenge, etc. Et donc en fait, du coup là, ah ouais, désolé, ouais, j'aurais dû zoomer dessus. Mais du coup, ici, là, j'ai un install.php qui s'occupe d'installer en fait le PHP pour le challenge. Okay. Un challenge web peut avoir du PHP, donc via toute la configuration. Donc là, je l'ai pas toute, hein, mais via toute la configuration, je peux avoir du PHP. Je peux potentiellement avoir du coup du Python avec un Django qui tourne. Je peux définir sur quelle peur mon Django il va écouter sur mon challenge. Je peux avoir une database avec un username password pour la database et ce sera propre au challenge. Mon système d'installation de l'ADB, du coup, va installer une database uniquement pour ce challenge-là. Donc, toutes les databases sont isolées entre les challenges. Et voilà. Et donc, bien entendu, on est d'accord que quand le challenge... Ça implique actuellement que tu aies recodé les systèmes d'installation de PHP, de Python ou autre, avec des méthodes un peu, soit du classique, du apt, des choses comme ça, à l'intérieur des Docker qui vont héberger le challenge. Et... comment dire ? T'as pas forcément de système Ansible ou autre, on a vraiment là des scripts qui vont installer ce qu'il faut à l'ancienne, provisionner. Ouais. C'est un peu les méthodes old school, genre ça marche, mais c'est rigolo. C'est ça. Oui. Dans install chal par exemple, là, dans mon install chal, ça va venir m'installer mon challenge de A à Z, ça va venir me configurer du coup mon user, ça va me mettre les bons droits, ça va... ouais, ça m'installe les bons droits, l'isolation, etc., etc. Pour l'ADB, pareil, ça va venir m'installer l'ADB, créer mon user, etc. Je vais prendre un autre challenge, un autre vite fait là, qui aurait une DB par exemple. CSP, CSS, on s'en fout. Je regarde vite fait un challenge. Bah tiens, le Django exploit. Est-ce que je vais... Non, je devrais pas leak des choses, donc je vais quand même l'ouvrir. T'as pas mal de challenges, ouais, c'est assez intéressant. Ouais. Par exemple,
Pour le Django exploit, là j'ai un Django, donc j'ai pas du tout de PHP. Là du coup j'ai une configuration, donc j'ai mon unicorn.conf, j'ai mon install sh qui est ici, mon requirements ici, et derrière automatiquement du coup, pour le Django exploit quand il va être installé, ça va m'installer les paquets pour le challenge en question, du coup dans un venv, etc. Dans le install.sh, du coup pourquoi ça m'installe le PHP? Ouais, si c'est normal. Normalement c'est normal. Et donc du coup dans le unicorn.conf j'ai retrouvé du coup la configuration de mon unicorn, le port d'écoute de mon unicorn, etc., etc. Et tout ça est tout installé automatiquement. Ça me régale. C'est typiquement le genre de truc que j'aurais envie de over-engineer avec un système de templates qui est cool des autres templates pour pouvoir faire des migrations de masse sur le format des challenges, ou un truc où tu as de la form only et le moins de code possible. Je meurs encore. Ça, c'est un vrai sujet, ça, de partir des fois d'over-engineer un truc. Complètement. Et en fait, au final, ce qui est dommage, c'est que t'avances plus, en fait, parce que tu fais tellement faire des trucs. Mais une fois que c'est là, ça peut évoluer dans le temps et tout. En fait, c'est assez dur de trouver le compromis entre faire un truc propre, mais genre est-ce que trop propre des fois, et du coup en fait tu mets 6 mois à dev ça et au final tu fais rien d'autre pendant 6 mois. Ouais, mais là c'est quand même frustrant je trouve d'avoir un système qui va installer des choses à la volée, qui donc rajoute un peu de temps de boot. Ok, t'as pas besoin de gérer de registres d'images, tu prends juste une base image et tu mets toujours ce qui t'intéresse, ce qui t'est utile dedans, à la volée. Mais du coup, le jour où quelqu'un a breaking change, un domaine qui pète ou quoi, le challenge il va juste plus booter. Et ça, à moins d'avoir des nightly builds qui tous les jours vérifient que ça marche, je pense que quand tu finis par avoir beaucoup de challenges, tu finis par t'enterrer un peu sur il n'y a pas d'image déjà pré-build qui est juste déjà là et qui restera de vitam aeternam. Si t'as un truc qui pète, faut le maintenir. Et ça peut vraiment voilà, il est déjà seul à maintenir la plateforme et 75 challenges, excuse-moi. J'ai peur que ça backfire dans le temps, quoi. Ouais, carrément. Mais bon, il sera toujours temps, vu la structure que tu t'es imposée, il sera toujours temps de faire un petit truc pour migrer. Oui. Donc voilà pour la partie web. La partie système, c'est le même principe aussi. La partie système, tout est installé automatiquement. On retrouve les bins, install chal, etc. Et du coup, ça installe le truc automatiquement. Ça met les bons droits normalement du coup sur les binaires. Pour la partie pawn, du coup, j'ai un wrapper. D'ailleurs, on peut le voir ici. Et du coup, j'ai un wrapper qui permet, quand tu passes par le wrapper, d'avoir les bons droits. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple un user ch56 et un user ch56-cracked pour la partie quand tu l'as craqué, le truc, le challenge. Et le wrapper, du coup, ça permet d'avoir les bonnes autorisations, quoi. Voilà. Tout simplement. Et voilà. Okay. Mais tout est automatisé. Et du coup, est-ce que tu peux montrer un petit peu la partie, donc soit le code, soit à défaut de vouloir montrer le code un peu, juste en googlant la doc, la partie virsh Virt Ouais, VirSH, ouais. Ouais, je serais curieux de voir un petit peu comment est-ce que ton... il y a quand même un système où là, ton Flask qui est censé répondre aux requêtes, dans ton Django, qui est censé répondre aux requêtes de manière un petit peu rapide, peut démarrer des tâches qui vont être ultra lentes. Donc est-ce que il les fait lui? Est-ce qu'il va juste push en asynchrone dans en effet ton Rabbit et c'est le Rabbit qui fait les start-stop de VM un peu plus longs? Il y a pas mal de petites glues à mettre, quoi. Carrément. Du coup là j'ai une partie libvirt comme on peut le voir ici. C'est vraiment trop petit. Attends, teste un truc. Ah putain, ouais. Teste un truc, va dans ton petit truc de settings tout en haut à droite ou à gauche. Là tu vas dans view. Ouais, view. Ouais, non, gauche, ouais. Putain. Yes, et. Apparence. Sinon, tu regardes ton code sur GitLab. Zoom 2. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, excellent. Parfait. Nickel. Tu vois, ça valait le coup de perdre un tout petit peu de temps quand même. Ouais, surtout que c'était rapide. Du coup, ici dans mon dossier libvirt, j'ai donc disk et VM et network template. Network template, du coup, c'est ce qui me permet en fait d'installer quand j'installe un nouveau challenge réaliste ou du coup, un nouveau challenge réaliste. Chaque challenge, donc chaque VM est isolé donc dans un network. Voilà, donc là du coup j'ai mon network template et en fait du coup là dans disque je vais retrouver mes disques de base. Donc là par exemple j'ai film library ctf.qco2, donc là du coup j'ai mon disque de base, voilà. Et temp, du coup ce dossier, du coup comme son l'indique, un dossier contenant les images temporaires, dès qu'une instance est lancée automatiquement du coup j'ai un clone en fait de l'image de base qui est faite
mais du coup, c'est une image de base, c'est une image qui est basée sur l'image de base. Et donc, du coup, cette image, pour te situer, si tu veux, si moi je lance une nouvelle instance, l'image, elle va faire 2 mégaoctets. Parce qu'en fait, du coup, celle-ci, elle fait 2 gigas, mais chaque instance aura son image de 2 mégaoctets, quoi. Attends, je l'ai pas. Ta base image fait 2 gigas, et toi, tu fais, de ce que j'ai cru comprendre, un snapshot. Si tu popes une instance, ouais, en gros, c'est ça, ouais. En gros, c'est comme un snapshot, ouais. Pourquoi donc, ton snapshot, il n'y a pas que le diff entre les deux? T'as un snapshot de l'intégralité, pourquoi il serait plus petit que ta base image maître? Parce qu'en fait, si tu veux, son parent, ça va être la base image, et donc du coup, l'image en question qui va hériter en fait de la base image, et ben derrière cette image-là, elle va contenir que les. C'est vraiment un diff. Ok. Ouais, c'est vraiment un diff. Ok. Si tu popes ton instance, ça va faire 5 mégaoctets Ok. Voilà. Et donc ça, du coup, c'est temporaire. Cool, et si tu kills ton instance, bah du coup, automatiquement, l'image est kill, est tuée, quoi, et delete. Et donc comme ça te permet qu'un seul et même, ça te permet que plusieurs utilisateurs lancent plusieurs instances de la même VM. Voilà. Voilà, et puis bah du coup là dans VM, je vais retrouver le template de la VM. Donc en fait ça c'est un template de base. Et du coup, automatiquement, je vais avoir des variables qui vont être injectées qui va permettre de configurer le nombre de vCPU, la RAM du coup de l'instance, etc. par rapport à la configuration que j'ai définie de ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai envie d'attendre le moment où l'admin va mettre memory, et plutôt que de mettre 500 mégas, il va mettre oui, mais ma mémoire c'est fermer le chevron current memory, démarrer le chevron vCPU et démarrer autre chose et faire de l'injection de VM dans ton XML. Là. Ouais, alors pour le moment, il y a que moi qui suis admin dessus. Oui, j'imagine. Mais c'est voilà, il y a à la fois le côté build, à la fois le côté la manière dont ça peut être sanitize, non sanitize qui me ça peut être sympa. Derrière, du coup, j'ai un script que j'ai codé, libvirt, qui est basé en fait sur le package libvirt. C'est juste un wrapper, en Python où derrière, du coup, ça passe directement des commandes, du coup, j'ai mangé le nom, du coup, au service libvirt. Ouais. Attends, donc, comment ça marche dans ce code, comment ton projet fait import libvirt alors que le fichier s'appelle libvirt? Y'a pas un truc comme ça où genre si tu fais des fois je fais quelque chose. Ça c'est marrant ça. Je crois que ça marche pas normalement. Bah ouais. Oui, ça peut foutre la merde, mais là ça marche. À chaque fois que t'as un change de pawn, que t'appelles ça pawn.py et tu comprends plus pourquoi ton from pawn import étoile de pawn tools est pété. Donc ça c'est peut-être qu'avec le from, non? Peut-être. Je sais pas, c'est bizarre. Je pensais que c'était avec tout. Après, si je fais juste loader. Parce que là, si je vais dans mon. C'est peut-être parce que c'est pas le. Tu le lances pas directement, lui, ça doit être un autre qui est lancé, non? Ça peut être ça, mais en soi, l'import est quand même relatif. À creuser. Là, j'ai libvirt Python. Ouais, j'ai libvirt Python du coup que j'utilise. Et voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'importe libvirt. Mais oui, je vois ce que vous voulez dire. Bon. Et du coup, si ça marche. Tant mieux si ça marche. Si ça marche. Bah oui, non, mais ça marche. C'est risqué. C'est risqué. Ça peut, voilà, une grade de Python de faire un breaking change, un truc comme ça. Ouais. Donc du coup derrière, je vais retrouver en fait mon virt manager et en fait derrière tout mon code ici permet de lancer mon instance à la volée. Alors je vais faire un cheminement juste avant. Je vais vous montrer. Et le code est documenté, le code a des docstrings. Ouais, bah oui, sinon c'est la merde. Mais du coup dans l'ordre, je vais juste prendre ça. Et normalement, putain, je l'ai mis dans quoi? Oh no. On va faire ça comme ça. Voilà. Ok. Nickel. Donc là, du coup, j'ai un endpoint pour quitter une session, pour démarrer une VM, voilà. Et en fait, derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais passer donc par RabbitMQ en poussant du coup un nouveau message dans une queue qui va écouter. Et donc là, en l'occurrence, du coup, j'ai une tâche qui s'appelle start session et une tâche stop session. Et du coup, cette tâche, elle est en asynchrone. Donc au moment où du coup un utilisateur vient derrière démarrer son instance, il va passer par ce endpoint là, qui va lui dire status OK, il n'y a pas de souci. Et derrière, ça va du coup automatiquement faire appel à RabbitMQ en poussant un message dans une queue. Et derrière, du coup, ça va démarrer ma session en tâche de fond. Le démarrage de la session, du coup, automatiquement, ça passe par Session Manager que j'ai dev dans libvirt. Et donc derrière, dans Session Manager,
je fais un point créé, tu lui files le challenge, je lui file un user ID, je lui file son user IP aussi, et derrière, automatiquement, ça crée une session CTF avec un challenge donné. T'as fait littéralement l'équivalent d'un ORM SQL, mais pour mettre ça au-dessus de VirtSH. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une grosse surcouche en fait. Voilà. Ouais. C'est ça. Moi j'ai une petite question. Ouais, dis-moi. Du coup là, les VM elles sont lancées sur le même host que ton Django, si je dis pas de bêtises. Oui. Est-ce qu'il y a la possibilité de piloter à distance des VM pour lancer sur un autre truc? Oui. Soon. Normalement, oui, tu peux. Oui ou soon? Là, c'est... Ou prochainement. C'est pas encore un play, genre il y a tout ce qu'il faut dans VirtSH ou avec un... Ah oui, carrément. Oui, je veux dire, c'est possible. Je parle avec non, là, c'est pas... Ouais, normalement, c'est possible de piloter sur une autre machine. Mais là, du coup, c'est tout sur la même instance, hein, la même VM. libvirt, remote support, je sais que j'avais déjà utilisé ça à l'occasion. Transport via soit socket Unix, soit TLS Wrapped TCP socket, soit SSH à la volée. Ext, je sais pas trop ce que c'est. Pure TCP, please don't. libSSH2, pourquoi pas. libSSH. Ouais, il y a pas mal de trucs quand même qui ont été prévus pour pouvoir anticiper ce genre de besoins. Et donc toutes les instances sont isolées dans un network seul, toutes les instances. Donc toi, tu démarres une instance, et ben du coup, tu seras dans un network tout seul, donc tu pourras pas joindre une autre instance qu'un autre utilisateur aurait lancé. Ça évite justement d'aller taper sur les instances des voisins, quoi. Donc voilà, donc du coup pour ça en fait, du coup j'ai un identifiant de network qui est généré, et du coup j'ai automatiquement une IP, une IP qui est attribuée à mon instance et qui est du coup dans un network tout seul. Voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour, et histoire que le temps de présentation se fasse pas trop squeezer côté Xanax, je propose qu'on lui passe la main. Comme ça, il reste un petit 30-40 minutes pour faire la présentation, creuser, échanger et faire une petite conclusion. On a prévu de faire des chats à la fin. En vrai, moi, je pourrais difficilement dépasser minuit là. Donc, soit on en fera en petite ouverture d'un chal, soit d'un autre stream, soit... On va voir. Suivant le temps qui reste à la fin. On va pas presser le contenu. Ouais, prendre le temps de faire. J'arrête mon partage. Bouge pas. Ah là là, tu as y à penser. J'apprécie. Régie, chat, 3 facecam, yes, c'est tout bon, tu peux l'enlever. Et bon. Xanax, tu peux m'envoyer ton écran. On a répété pour vous faire des transitions smooth et éviter les gros coups de flash d'écran blanc dans la tête. Alors. Même la petite musique d'ascenseur qui reprend plus fort. Partagé. Yes. C'est bon, j'envoie? Est-ce que c'est bon? Ouais, vas-y, tu peux. Voilà qui est fait. Et je t'invite à... Excellent. C'est sur le live, là, c'est bon? Ouais, encore un cran de plus, si tu veux bien. Ah, il y avait une petite question avant d'enchaîner de notre cher Nolex qui dit... La puissance du VPS. C'est ça, question bête, mais quelle puissance de VPS pour faire tourner tout ce dont tu as parlé à 42. Yes, j'ai mon micro coupé, désolé. Tu peux reposer la question? Yes, Nolex il disait question bête, mais quel genre de puissance de VPS faut-il pour pouvoir faire tourner tout ça? Donc là on parle d'un Docker Compose avec toute la partie front, back, Nginx, de la partie virtualisation, et je présume pas de la deuxième VM qui est à côté pour les challenges BRI qui a été Yes. Putain, je me rappelle plus quoi. De toute façon, t'avais dit à peu près 24 balles par mois d'infra. Ouais. Pour une cinquantaine d'utilisateurs, donc. Yes. C'est sûrement, moi je pré-shot. C'est bon, je l'ai sous les yeux là. Donc, attends. Xanax, un pré-shot 2. Je sais pas, on demande les perfs. Moi je pense que pour faire tourner tout ça, je pense que Julien a tablé sur un. Je sais pas, un 16 Go de RAM 16 cœurs et 8 cœurs 16 Go de RAM. Ouais, un truc comme ça. Moi j'aurais dit 16 cœurs 30. Non, t'as raison. 8 cœurs 16 Go de RAM, c'est bien. Ok. Du coup, j'ai 32 Go de RAM. Ok. Et j'ai que 4 cœurs. Ah, ok. Cadencé à 3,4 GHz, 3,8. Donc t'as un back-end en AMD et pas en Intel. Et c'est Intel Xeon. C'est Intel? Intel Xeon, ouais.
Ok. Voilà. Bon, bah, ok. Très bien. Éclaté, nos guesses. Éclaté. T'avais l'air On trop a mis sûr de maxé toi. les mauvais cris. Je sais pas, ouais, ça m'aurait pas forcément choqué. T'as pas tant de sessions en parallèle. Faudrait voir Ça un peu sera coupé au l'utilisation, montage. mais. Attends, tu veux faire un petit pré-shot? Moi, je dis 4 cœurs, 32 gigas de RAM après. Excellent. Ah, c'est exactement ça. Excellent. Merci. Vas-y, tu peux continuer, je t'en prie. Et merci d'avoir répondu, Neolex, je te remercie aussi. Bah, du coup, nous, c'est un peu comme 42, donc on a notre petit GitLab donc avec notre challenge un peu classique. Et on a segmenté ça plutôt facilement, donc un dossier pour tout ce qui va être déploiement, donc déploiement via Ansible, backend pour toute la partie plus API et du coup déploiement des challenges, et front-end plus tout ce qui va être React et le land site si on va sur flag4jobs.com et pas app.flag4jobs.com. Et on a aussi un petit service de backup. Je reviendrai dessus D'où la tout à question. l'heure. Si vous voulez, je peux commencer par un petit schéma d'infra, comme ça on se situe un petit peu. Ils sont fonctionnels Comment vos ça schémas marche d'infra, mais franchement, Go utiliser des trucs un petit peu jolis à la. Zut, je vais la voir. À la Excalibro ou à la Draw.io ou des choses comme ça, là c'est fonctionnel, mais on dirait C'est des chats vrai. à Microsoft, les gars, c'est terrible. Mon front-end On dirait un guy, mix. c'est un fan de Excalibro, donc je pense Ah, que. mais c'est un il gars pourra très bien, ton front-end guy. Ah, mais c'est un gars très bien. Il pourra sûrement le refaire hein, sur Excalibro pour toi. Mais du coup, ouais, en vrai, c'est assez classique. Donc, on a notre user à gauche qui arrive sur un Cloudflare pour taper l'API ou les deploys. Et donc, notre front-end pour l'instant, il est sur un GitLab Pages. Comme ça, nous, on n'a pas besoin de le gérer. L'API est sur un VPS chez Contabo. Pas forcément une grosse machine, mais une petite machine. Et donc, on a aussi la base de données qui tourne ici. Donc, c'est juste un Docker Compose en fait qui est up. Sur le challenge deploy, c'est aussi juste un Docker Compose d'une API qui sera tapée donc par, enfin c'est le front-end qui va taper l'API. Et donc ce deploy donc va piloter sur les différents workers. Ici on en a qu'un parce qu'on n'a pas forcément besoin de plus, mais on peut très bien scale à l'infini le nombre de workers. Et donc ça va piloter une API Docker à distance pour lancer les chals et exposer les différents ports, les différents services. Alors dites-moi plus sur piloter l'API Docker à distance, s'il vous plaît. En fait, tu exposes l'API Docker à Lost ici. Ok, tu fais un port forward à base de SSH pour que ce soit qu'en loopback ou tu fais un système d'autante En gros, pour l'instant, vu que là, pour l'instant, c'est le même host, donc je passe par la Unix, la socket Unix. Okay. Si c'est en remote, tu peux exposer via TCP, ou alors tu peux faire comme tu disais SSH puis loopback en faisant du tunneling quoi. Enfin, tu peux faire un petit peu comme tu veux quoi. Le tool est assez souple derrière en fait. C'est juste faut que tu aies un moyen valide de t'y connecter. Donc on utilise tout simplement Dockerpy, la librairie Python de Docker quoi. En vrai, petite, ouais. je peux pas m'empêcher en voyant ça de penser aux possibilités. Si jamais tu décides de faire du port forward, l'exposition de sockets TCP ou de faire un système de port forward, vraiment bétonne soit l'access control au niveau de Docker, soit fait du MTLS entre les deux ou un truc comme ça. Parce que là, par exemple, si tu décides de juste tirer le port distant ou même la socket Unix distante chez toi sur un port en loopback, tu n'auras pas d'autante. Ça veut dire que si quelqu'un a de la SSRF sur ton serveur de gestion de challenge, vu que c'est lui qui démarre les challenges, tu as directement du remote route sur l'infra des challenges. Ça, ce serait chaud. Ça serait un problème de sécu, bien évidemment. On en a fixé un il n'y a pas longtemps, en fait, alors qu'il n'était pas sur Flag4Jobs, mais qui c'est sur un outil un peu équivalent, où justement, en fait, la socket était exposée, et donc ça permettait de RCE, en fait, Lost. Ouais. Mais maintenant je commence à être plutôt rodé sur le sujet, donc ça devrait être ok. Après c'est vrai que des problèmes de conf ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense.
Mais en tout cas, cette solution permet aussi une super scalabilité, une super simplicité en fait. Attends, en vrai, il y a vachement plus simple, sécure, sauf cas de NGX bizarre. Si tu te débrouilles pour ramener le remote, c'est la socket Unix remote chez toi, Ouais. en tant que socket Unix. Bon, bah voilà, t'es pas victime aux tous les trucs réseau chelou. Il y a juste, si ta machine se fait pawner, bah ok, quelqu'un pourra parler à la socket Unix avec les bons privilèges. Mais faut vraiment ça nécessite soit une RCE, soit une SSRF vraiment bizarre qui passe directement à Unix, comme il y a eu 2-3 fois sur NGX, mais c'est vrai que ça rajoute un truc de sécu. Après, pour le coup, deploy, enfin le service deploy ici, il est ultra léger. Enfin, t'as que 2-3 routes, quoi. Qui a presque aucune chance d'avoir une SSRF, quoi, entre guillemets. Ah, on peut dire ça, et puis t'as un SF Real ou un MISU qui passe. Et... Bien sûr. mieux la sécu, mieux c'est. Tout à fait, défense en profondeur. Mais du coup, ouais, je vois l'idée, ça peut être intéressant de faire comme ça aussi. Et du coup, on a un petit S3 en plus. On vient de stocker donc les infos style les attachments des challenges, les avatars, nos images, les documents des joueurs, enfin toutes sortes de choses. Et on a un petit backup qui est self-host bien sûr dans une autre région sur un autre serveur que les serveurs principaux. Et donc qui vient juste pour le S3, qui vient faire un AirClone, qui est un outil super sympa, qui vient juste en gros faire un checksum des fichiers pour voir s'il les a pas, et tous les nouveaux fichiers en fait il vient les télécharger. Ça évite de tout redownload à chaque fois. Et SSH en fait je viens juste me coin SSH ici, faire plus ou moins l'équivalent du PG dump sur Postgre et le rapatrier. Ok, donc toi c'est une DB, un storage et les git. Ah, est-ce que du coup ton système de backup il va faire des git clones de tous les repos? Ou des git pull? Nice. Ça se fait bien, au moins tu sais que t'as tout dedans. C'est ça. Bah, si tu veux, je peux passer direct au truc de backup. Je veux bien que tu montes le backup des flags s'il te plaît, pour un ami. Bien sûr, je fais ça tout de suite après. Tu peux faire un Vim dedans pour montrer le chiffrement. Du coup, bah, en vrai c'est ultra simple. AirClone, c'est une commande. Hein. Si tu fais un AirClone et tu mets ton S3 et tu mets le chemin, et lui derrière, bah, il s'occupe de tout seul. Attends, qu'est-ce que ça implique ça? Si ta machine fait un AirClone et que tout marche tout seul, c'est-à-dire que soit tu as des creds qui ont déjà été populés sur la machine, soit tu te bases sur les rôles AWS, et en ce cas-là, ça veut dire que tu peux parler à la metadata de manière un peu libre. J'ai un access key en fait qui vient de S3, un classique. Après, c'est vrai que ça tombe que dans ton worker de backup, donc ouais, c'est short-lived. Ouais, bah en fait, mon backup, il est déco d'internet, hein, donc tu peux pas le taper. Enfin, il va que en flux sortant, quoi, entre guillemets. Ok. Oui, du coup, ça se tient. Pour la DB, bah, ce que je disais, en fait, c'est juste un script à la con qui vient. Bon, là, on balance un script, on le lance, et derrière, on vient juste choper les backups, et on se fait les backups sur les 30 derniers jours. Donc, les backups qui ont plus de 30 jours, on vient les enlever. Une backup journalière tous les 30 jours. Et pour le git sync, c'est simple en fait, on vient juste pull tous les gits quoi. Et après on met ça dans des cron tabs et ça fait le boulot. Si tu veux, je peux passer un petit peu la partie Ansible, ça peut être sympa. Ouais, je suis chaud. Bah du coup, c'est un peu le truc où Julien a sorti ses bras et sa motive légendaire pour tout recoder, mais je pense qu'il aurait pu gagner sur le côté reproductibilité et bénéficier des playbooks de la commu. Donc ouais. Avec plaisir. Du coup, ça c'est le code de mon API, qui est pas mal de choses. Au niveau des pipelines, donc ça met un peu de temps à charger, mais du coup on a des pipelines de tests. Donc on va retrouver tous les tests unitaires. Donc là il y a mes fails des features que j'ai pas fini de mettre, qui sont en dev encore. Ah, de la belle CI. Donc on fait une petite branche de dev et une petite branche de main, hein, donc un truc simple, efficace. On a nos tests, donc ils vont tester que l'image se build bien, nos PyTests. Et puis on a aussi des checks sur les dépendances Python pour voir si elles sont bien à jour.
un petit code analysis. Comment ça, des branches de int, de test et tout, c'est pas très 12 factor app compliant, tout ça, jeune homme? C'est-à-dire? C'est-à-dire que en vrai, il y a plein d'approches qui sont largement ok, viables, mais t'as une petite bible que je trouve géniale qui s'appelle 12 factor. Je suis saoulé. Qui s'appelle 12 factor app, qui est pour du code production grade et surtout qui peut se scale aussi bien en horizontal qu'en vertical suivant tes besoins. Un espèce de 10 commandements pour comment faire les choses et faire en sorte que ça se passe bien. Donc, tu as évité de faire plein de forks, tu as vraiment un container égale un process ipatate et le multithreading se gère au niveau de la containerisation. Et tu as un autre truc qui serait plutôt là pour dire le code qui tourne en int, en staging, en prod, tu es censé avoir un seul code de build d'artefact et tu déploies différentes versions de cet artefact dans différents envs, mais c'est plutôt quand ton artefact unique il va manger une config, que ce soit un YAML, un JSON ou autre différent au démarrage, pour utiliser certains codes PASM de base. L'artefact que tu as build en int est censé être celui qui va se faire utiliser en staging puis prod, ou à la rigueur avec une passe de Webpack, de Sanitize, de Minimify, de ce que tu veux en plus, mais t'es pas censé... C'est le cas là. C'est juste... tu disais avoir une... on a une branche de dev pour développer les nouvelles features, et une fois qu'elles sont développées, on remet ça sur le main, et ce main là sera sur à la fois en environnement de dev entre guillemets. Ah ok, j'avais pas compris ça comme ça. Et en environnement de prod. D'accord. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont plutôt un système où tu as une branche int de staging prod, et ils vont travailler en dev et le balancer sur int. Une fois que leur changement est valide en int, ils se disent bah super, la int elle tourne depuis une semaine, on va la merge sur staging, et en ce temps-là ils continuent à mettre des... Mais ça fait des conflits de l'enfer. Bah nous ce qu'on fait du coup quand on veut push une nouvelle feature, on la développe sur la branche de dev. Une fois qu'elle est finie, que tous les tests unitaires y passent, on la met sur la branche de main. Ensuite, on fait un premier déploiement sur notre environnement de dev. Et si tout se passe bien, on fait du coup le déploiement de l'environnement de production. Ouais, du coup c'est bien, c'est plus compliant, c'est beau. Yes, et ça marche très bien. Du coup, le déploiement de l'API, c'est du Ansible assez classique. Donc, c'est des rôles qui font juste plus ou moins git clone le projet, installer Docker. Et run le Docker Compose, rien de... Puis déposer aussi la conf, ce genre de truc. Rien de sorcier niveau Ansible, ça fait très bien le café. Je peux vous montrer si vous voulez quoi ça ressemble. Partant. C'est ton Ansible, ton GitLab va lui-même faire les Ansible, apply, deploy, des choses comme ça. Il n'y a pas les données à quelque chose qui fait des jobs en asynchrone, il les run lui-même. J'ai pas trop compris la question. Ok. Quand tu fais du Ansible dans du GitLab, tu peux soit dire Ansible apply. Attends, tu quoi. Tu ferais Ansible run playbook avec le playbook que tu veux et tes targets, et tu fais ça dans ton code CI GitLab, mais du coup tu vas payer du temps de worker si t'es en SaaS et ça peut assez vite piquer. Soit t'as une deuxième strat où tu vas juste faire en sorte que là ta CI balance un résultat en mode déploie ça. Et derrière, tu as un autre système de, de temporal, d'orchestreur, de nomade ou autre, qui lui peut prendre des jobs, faire un peu plus de run en continu, mais du coup, t'as pas le côté... Là, le Ansible, il tourne tout est dans le runner. Et du coup, comme tu disais, ça peut prendre du temps au niveau des runners. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a self-host en fait un runner GitLab. C'était la question d'après. Ce qui nous permet du coup d'avoir temps infini en fait dans nos runners, quoi. Excellent. Très smart parce que ça devient très vite rentable, ces bêtises. Ouais, et surtout que ça coûte rien en fait à self-host un GitLab runner, et ça prend 2 secondes à faire. Mais bon, c'est des trucs à maintenir, c'est des trucs qui peuvent péter, ça se fait bien, mais bon. Grosso modo, du coup, ce que je disais, il n'y a rien de sorcier. On va installer Docker, on va démarrer. Zoom un peu, chef, s'il te plaît. On va déposer les fichiers de conf, et puis ensuite, on va démarrer les services, quoi. Puis un petit output du Docker PS pour voir que tout est bien up. Tout est up. Et puis ça part, hein. Excellent.
Donc on a quand même un système où, le classique des boîtes DevOps, où si vous avez un dev qui décide de faire un Terraform apply de l'enfer, ça peut tout péter, ou la CI si elle se fait pas, ou le worker s'il se fait compromettre, t'as tellement tous les secrets dessus que ça peut être le classique. Bienvenue au club. Et du coup, en schéma de BDD, il commence à dater un petit peu, il y a des nouveautés. C'est tellement longtemps Par que j'ai pas vu exemple, tout ce qui va être les petits achievements de First Blood et tout ça, c'est pas dedans. Est-ce que tu peux zoomer un peu? Parce que là, on voit pareil que des bouillies pixels. Plus. Yes, top. Parfait. Je peux pas trop faire plus là. Crois-moi, il faut ça. Mais là, c'est pas mal, non? Ouais, là, c'est nickel. Bon, du coup, hein, c'est con, hein, mais c'est la classique, hein, tab user, tab challenge, les solves, des tags, des catégories, des attachments. Rien de sorcier en tout cas. En plus de ça, du coup, ce que je disais, c'est maintenant on a des achievements, on a possibilité de faire des votes. J'ai une question. Tu fais comment pour stocker plusieurs flags dans ta table challenge, sachant que tu as une colonne flag? Ça, du coup, c'est quand on était en... c'était où? C'était là? Ouais, ça, c'était quand on était avec un seul flag. Maintenant, du coup, vu qu'on est passé en multi-flag... T'as une autre table? Du coup, j'ai une autre table, ouais. Ok. Je me disais, sinon, il y a un truc pas logique. Non, Désolé. t'avais raison. C'est une très bonne question, du coup. Tu l'as vu assez rapidement. Et ouais, du coup, maintenant, on a une autre table en plus. Putain, c'est beau de voir de la documentation à jour. J'avais pas vu ça depuis tellement longtemps. Il y a de la documentation. Il y a de la doc. Honnêtement, il y a pas mal de documentation à jour. C'est juste les schémas qu'on tient pas forcément tout le temps à jour. Mais ce serait incroyable de voir le système où t'as ton schéma master dans un Git et quand tu le build, il va lui-même faire un mkdocs dans la CI et ajouter un commit avec la doc qui rebuild. Ou juste, il me semble que maintenant, GitLab et GitHub commencent à avoir des outils pour faire du rendering de graphes dans les readme. Donc tu peux juste avoir ton graphe qui, quand tu commit push, genre un système où quand tu pré-commit, ça mange ton schéma de base pour le prendre la schéma en mode en pur SQL, arriver à t'en faire un plutôt genre schéma genre graphe orienté avec des types de nœuds et derrière faire le rendering dans la readme instant. Comme ça, t'as toujours une doc à jour sans avoir besoin de la maintenir. Ouais. Bah là, ce qu'on fait du coup au niveau de la doc qui se push tout seul, c'est la docstring qui est envoyée, qui est build sur un truc à la con, style read the docs, là où je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Et du coup là c'est juste une CI qui vient du coup à chaque push mettre à jour un petit site. C'est trop cool. Tout simplement. What a time to be alive. Tu m'as dit que derrière t'avais un Flask API? Non, pas un Flask, un Fast API. C'est du coup il y a du Fast API pour je retrouve mon schéma pour le deploy et ça c'est du Flask. C'est vachement bien Flask. Blueprint. Fast API. Ouais. C'est le côté ultra léger, rapide. Yes. Ok, du coup, t'as le Cloudflare en entrée. Est-ce que t'es ouvert aux discussions de potentiels petits gotcha qui pourraient être rigolos? Vas-y. Ok. Là, le tunnel entre tes différents serveurs et ton Cloudflare, il est géré via quoi? Est-ce que t'as whitelisté des IP? Est-ce que t'as fait du Cloudflare D en sortie? Tu veux dire entre Cloudflare et mon API par exemple? Ouais. Tu veux dire pour niveau user ou? Bah le user il va taper Cloudflare via les domaines. Toi t'as fait en sorte que tes domaines, les name servers renvoient chez Cloudflare, je présume. Ouais, c'est ça. Cloudflare, t'as créé un tunnel pour faire en sorte que Cloudflare en renvoie ce qui vient de Internet 80.443 chez toi avec ou sans autante, donc a priori sans. Et j'ai pas whitelisté, c'est ça la question, les IP Cloudflare. T'as fait qu'un connect en sortie. Ouais, ça. Ok, est-ce que pour les... Là t'as que des tunnels HTTP ou HTTPS pour l'instant? Ouais. Je suis tombé sur un truc qui m'a régalé côté Cloudflare. Au sens, tu veux scanner tout internet et retrouver l'IP de mon... Non, alors ça aurait pu si t'avais fait du whitelisting, mais même si t'as un système, donc là pour l'instant HTTPS c'était safe, mais je me suis rendu compte que si tu crées ton tunnel et ensuite l'application, ou juste un tunnel et t'oublies de créer la partie application qui fait l'autente, tu peux te retrouver dans un cas où n'importe qui peut faire Cloudflare D access machin, et se retrouver avec un tunnel WebSocket ou WireGuard de chez eux via Cloudflare D jusqu'à ton infra,
parce que tu as dit qu'il y avait un tunnel sans dire il y a cette autante qui lui est liée. En gros, on a un stream qui arrive dessus, a priori semaine prochaine, petit spoil, mais ça peut être très rapide de faire la misconfig de trop, et c'est un truc qui est peu connu, mais il y a moyen de se tirer dans le pied bien violemment. Ok, bah j'irai voir ton stream alors. Ça me fait plaisir de teaser. Et l'autre truc, c'était quoi? Ah oui, t'as du Flask API. Non, t'as du Fast API. Est-ce que t'as vu que Fast API par défaut auto-expose un Swagger et du Redox? Ouais, c'est pour ça qu'on l'a pris aussi. C'est bien que ça le fasse, mais que ça le fasse par défaut, bien. Moi ça m'a un peu choqué. C'est vrai. Ça veut dire que sans être opt-in, t'exposes toute ta doc sur internet. Yes, bah, c'est pour ça qu'on l'a pris, c'est parce que mon dev front-end adorait le fait qu'il y ait une doc super claire. Complètement. Avec tous les schémas. Mais avoir de l'autant sur la doc ou avoir un truc opt-in si c'est pas une API publique. Je suis d'accord. Nous, on l'a laissé exposer exprès parce que. Enfin, pour transparence, quoi, par suite de transparence, pour être vraiment transparent avec les gens. Faites pas de la sécu par l'obscurité. C'est ça. Tout à votre honneur. Mais après, on pourrait très bien le fermer. Hein. Si vous avez la volonté de dire regardez, on monte pas de blanche et on a éprouvé, et si vous trouvez des bugs, remontez-les-nous. C'est autant laisser comme ça, c'est bien. Misez sur la bonne foi des gens une fois de temps en temps quand même. Yes. Et du coup, dernier petit truc que je peux montrer, si vous voulez, c'est la partie un peu déploiement de challenge et comment ça parle à l'API Docker. Il y a une solution qui ressemble, que j'avais développée pour HeroStef, qui ressemble en gros à ça, que j'ai repris du coup pour faire sur Flag4Jobs. Là, l'avantage c'est que celle-ci elle est complètement open source. Du coup, s'il y en a qui veulent regarder, même leur déployer chez eux, ils peuvent. Et donc ici, tu as l'interface graphique plus l'API, quoi. Et typiquement, comment ça marche, si je regarde... Du coup, tu as tes masters. Ton master, donc, qui est l'interface où tu vas sélectionner le change que tu veux déployer. Et les slaves qui sont du coup les workers, là où tes instances vont être déployées. Il y a quelques trucs à savoir au sens, par exemple Docker, tu peux mettre que 29 machines je crois enfin 29 réseaux par défaut. Ok. Ah max. Oui, du coup la limite elle est très vite atteinte quand même. Ouais, du coup tu peux juste rajouter cette conf si tu veux passer à 255 réseaux en plus. Et du coup niveau config, en fait, c'est comme si tu réimplémentais plus ou moins un Docker Compose, mais format JSON, quoi. Donc là, tu mets tes workers. Donc là, c'est du TCP comme un cochon. Ah oui, non, ça veut dire des bonnes petites RCE pré-haute en interne sur le cœur de réseau. Yes. Sauf en fait, ce qu'il faut faire, c'est que si tu vires ce truc-là, les workers peuvent pas se parler entre eux, tu vois. Mais ton worker, il expose une API Docker via une socket TCP. Ouais, mais il expose que au worker. Réseau. Ouais. Et que au master, tu veux dire Que au master, pardon. Ouais. Ok, oui. Du coup, par exemple, si tu RCE là, genre tu peux pas taper le worker 2. Quid de tu as dans ton challenge une SSRF ou un shell qui te permet de commencer à parler à l'IP publique du réseau, enfin à la patte interne de ton worker. A priori, c'est pas exposé dessus non plus. Non. Donc il faudrait vraiment avoir une SSRF sur le worker pour lui faire démarrer un Docker qui revienne vers toi, quoi. Ouais. Ça va. Franchement. Une SSRF, faudrait une SSRF sur le master en fait. Non, oui, soit sur le master, soit sur les workers. Que sur worker, si tu fais une SSRF en 000, il va prendre la première dispo et... Je suis pas sûr d'avoir compris ça là, mais... Sur ton worker, worker, il expose sa socket TCP sur sa patte privée. Ouais. Si tu envoies ton URL et que ton worker fait une SSRF... En fait, les Docker, ce qu'on a fait ici,
Non, je disais si, hein. C'est si dans le cas où il peut parler. Ouais, en fait, du coup, les Shiny Docker, Cookies, les containers, machin. ils ont pas accès à la socket Docker. Yes. On l'a bloqué comme ça, et ça, on l'avait pas bloqué il y a pas si longtemps. Ouais, Et mais ça a tu vois, été je me trop- demande dans quelle mesure c'est pas bypassable. Parce que, ok, vous la tirez en TCP sur un port en particulier, mais là, par exemple, tu avais bloqué les ranges 292, 72. Ah oui, non, t'auras pas la même loopback si t'es dans un Docker. Je sais pas, je pense quand même que si tu fais du 0.0.0.0, ça peut par exemple s'auto-résolve vers 127.0.0.1. Là, t'as littéralement fait du blacklist sur une approche où arriver à whitelister juste le master devrait être plus. Peut-être tu fais un drop all, unless accept. Ouais, je pourrais faire quelque chose comme ça aussi. Là, t'as fait un bon petit chat à la SSRF. Ouais, bah, En vrai, allez-y, hein. Faites-vous plaisir. c'est noté. Mais du coup, ouais, en vrai, c'est quand même assez simple. Alors, je sais plus c'est quel fichier qui contient un peu tout. Bon, c'est simple. C'est déjà pas mal engineered quand même. Ouais, c'est vrai. Mais au sens... And yet lisible. ça aurait pu être plus compliqué. Déjà, pour créer une instance, tu comprends un worker au hasard, un réseau avec un nom au hasard, et derrière, donc on vient chercher la conf qu'on avait vu dans le JSON tout à l'heure. Si je le remonte. Par exemple, ici, donc ça ressemble à ça. On a un challenge où on va exposer un seul port qui est le port 22. Et derrière, on peut mettre des petits MM limites, ce genre de trucs. Comment tu fais pour gérer les conflits dans le sens où tu peux avoir deux challenges qui démarrent sur une même machine, qui ont chacun un Docker et qui ont besoin toutes les deux du port 22? En interne, ce sera bien 22 dans le Docker, mais pour le mapping externe, pour que ça conflicte pas. En fait, pour le mapping externe, ce qu'on fait, c'est qu'on prend... là, tu vois la méthode fan unused port. En gros, on va mapper ça à un port random. Ok. Ton 22, il va être exposé. Donc là, par exemple, du la coup, on te config, le elle est là. donne juste. Là, tu vois les random ports. Je t'invite vraiment à éviter les comme ça entre deux phrases. Je pense que c'est mon micro qui fait. Possible. Qui l'entend bien. Du coup, on l'entend bien aussi. C'est pour toi. Mais du coup, c'est entre 10 et 15 000. Ok. Donc vous avez une range whitelistée, ouais, autorisée en exposition et. C'est ça. Et donc pour le coup, quand ça a été exposé, toi t'as pas de gros Nginx frontal ou d'équivalent? Non, c'est dès que c'est exposé quoi. Il n'y a pas d'autre. Du coup, ça veut dire que sur les différentes machines, il n'y a pas vraiment, donc sauf à base de tricks dipétables, il n'y a pas vraiment de système pour empêcher quelqu'un de faire du pivot pour l'instant ou de faire des reverse shell en barbare ou même des bind shell. Actuellement, juste chaque challenge est isolé sur un nouveau réseau Docker, donc deux challenges ne peuvent pas se parler entre eux, même s'ils sont sur le même worker. Oui, t'as raison. Ah oui, ok. Donc sur le réseau privé interne, ça pourra marcher sûrement en sortie, mais en entrée, ils sont juste pas exposés comme derrière une box ou. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux brute force, par exemple, les ports de 10 à 15 000 et tomber sur le challenge de quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, mais là ça commence à être beau. En vrai, ça commence à être sympa de faire ton système de pivot si t'as besoin en démarrant un deuxième challenge dans l'infra pour utiliser. Bah non, on a dit qu'ils pouvaient pas se parler les uns les autres. Ouais, ils peuvent pas se parler normalement. Ouais, tu peux juste tenter de résoudre le challenge de quelqu'un, quoi. Ouais, parce qu'en gros là, quand tu déploies un truc, il te crée un réseau spécifique juste pour toi en fait. Enfin, juste pour le challenge, quoi. Du coup, si par exemple, ce qui est sympa, c'est que ici il n'y a pas d'exemple, mais tu peux avoir un challenge qui a besoin de plusieurs dockers en fait. Ouais. Du coup, tu peux lancer 3 dockers pour un seul challenge et ces 3 dockers là vont pouvoir se parler entre eux, mais ils vont pas pouvoir parler aux dockers des autres challenges par contre. Comment tu gères les cas où tu te retrouves avec des containers qui veulent pas se faire key ou des containers qui commencent à exploser un peu en mémoire? Est-ce que tu as des watchdogs qui évitent que ton worker soit complètement sous l'eau? Ce qu'on fait, c'est soit on utilise les mêmes limites, et au bout d'un moment, tu as aussi c'est là. Tu as une max duration en fait qui est là, qui est à 140, 1h40, 100 minutes. Ok.
Ok, ça arrive à le buter après de toute façon de manière un peu agressive. C'est ça. Right. Excellent. Un truc un peu simple, mais qui fait bien le café, et donc qui a été testé, donc comme vous pouvez voir sur HeroCTF, et on peut faire tourner 100, 200 Docker en parallèle, et ça pose aucun problème. Sur plusieurs workers, bien entendu. Ouais, le trick pour avoir plus de réseau est vraiment sympa, je pense, nécessaire même. Yes. Et du coup, est-ce que vous avez pas... Déjà, est-ce que vous avez de l'expérience avec Cube, et est-ce que vous n'avez pas l'impression de devoir redévelopper plein de trucs qui pourraient être gérés un peu plus en mode clé en main avec un Cube managé et dire on balance des containers, basta. En fait, c'est une question qu'on s'est posée aussi, est-ce qu'on passe par Cube et le gros avantage en fait de passer par une API qui contrôle derrière la socket Docker, c'est qu'en fait l'API elle a accès à toute la base de données de ton application de CTF. Donc derrière tu peux faire plein de customisation en fait. Ouais, donc en gros tu fais du code sur mesure pour tes besoins plutôt que d'apprendre à utiliser une méga usine à gaz. Oui, il y a un autre truc que j'aime bien dans l'approche on fait notre API, c'est prendre des choses simples et un plème juste ce dont tu as besoin plutôt que de plaquer un modèle que tout le monde a et t'as 10 millions de features que tu n'utiliseras jamais. Mais après, bon, ça vient quand même au coup de maintenir plein de code. Yes, par exemple, si quand tu commences à démarrer un challenge sur Flag4Jobs et que tu décides donc de partir et d'en redémarrer un autre, et ben tu vois, mon MLWeb il reste là. Et si je redémarre un autre, ça va shutdown MLWeb avant de démarrer le nouveau, quoi. C'est des petits trucs qui font que du coup je peux garder track de ce qui se passe en fait et quel conteneur est attaché à quel utilisateur en fait. Ouah, ça pourrait être fait pareil, hein. T'as un système qui va juste interroger l'API Cube pour savoir si t'as un container démarré par cet utilisateur là au moment où... En vrai ça aurait pu. C'est vrai. J'aime bien le système minimaliste que vous avez mis en place, mais... Je sais pas si c'est la meilleure défense. Et puis l'avantage c'est que demain je peux faire un import libvirt et je peux déployer aussi des machines virtuelles. Enfin en tout cas je trouve que c'est quand même assez sympa, ça offre pas mal de possibilités d'avoir son petit tool. Et puis c'est aussi pour le fait que j'ai jamais mis de Kubernetes en prod comme ça. Donc je me sentais pas trop chaud de partir là-dessus. C'est pas trivial. Ça se fait, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de manager ça pas trop mal. Mais c'est quand même, à mon sens, manager un cube soi, c'est un vrai boulot. Genre vraiment, il faut une équipe pour ça et c'est quand c'est de l'infra qui scale mais qui nécessite une équipe de base assez chaude quand même. Alors que bon, un petit Docker Swarm ou un Docker API comme tu as fait, ça se gère encore. Un truc de nomade pour des containers, on peut faire l'apprenti infra guy en solo, mais Cube, il y a trop de trucs. Enfin bon, il y a forcément des fous qui arrivent à tout manager eux-mêmes, évidemment. Et du coup, pour la partie un peu plus gestion, on utilise un peu tout ce qui est GitLab, Notion, des trucs un peu classiques. Rien d'exceptionnel. Au niveau des coûts, oh waouh, c'est beau. Vas-y, zoom un peu. Très cher. Ouais. En termes d'infra, on a presque rien. Enfin, donc là, c'est pris. Donc on l'a annualisé. Enfin, on l'a mensualisé, pardon. Donc ton DNS que tu payes 12 balles par an, c'est 1 balle quoi. On en a deux, un pour tout ce qui va être plateforme et tout ça, et un où les challenges vont tourner dessus. Donc ton challenge il va être sur Flag4Jobs.live. C'est bien de décorréler. Ouais. C'est nécessaire même. Surtout quand t'as pas mal de XSS. Je voulais éviter qu'on ait des XSS sur un truc qui soit en .flag4jobs.com. Pour tout ce qui va être SemSite et tout. Yep, complètement. Et donc on a aussi un petit service d'email chez OVH, et puis on a 2 VPS. Le prod pour l'API, le deploy. Puis moi du coup mon truc de backup il est chez moi. Donc je l'ai pas compté dedans.
Putain, mais marketing campaign, LinkedIn Premium. En fait, il y a 2/3 de votre budget, c'est de la com et du... Voilà. Bah, en fait, pour l'instant, on n'a pas acheté les versions payantes, mais ouais, en gros, là, le marketing nous coûterait plus cher si on l'achetait que nos serveurs, quoi. Non, mais de toute façon, on le sait, hein, c'est dur. La tech, c'est dur. Avoir de la visibilité et un produit qui arrive à se vendre et s'exporter, c'est plus dur. Ouais, franchement, c'est assez plus dur d'aller chercher des utilisateurs. Même si ton produit derrière est cool, c'est quand même assez dur de ramener beaucoup de monde, on va dire. En parlant de ça, Flag4Jobs a atteint les 200 users. Yes, j'ai vu ça tout à l'heure. Ça fait grave plaisir, ouais. Viewers, vous êtes des mous du genou. Vous êtes 4 à vous être inscrits sur je présume 80 personnes qui sont passées ce soir, même si il y a un petit roulement. C'est pas très clair, ça. Hein. Ah ouais, il y a un petit peu plus que ça. Il y a eu peut-être 8 personnes. Non, il y en a qui vont créer avant, c'est vrai. Tu m'as dit, il y en a quelques-uns qui vont créer avant. Bon, de toute façon, c'est pas un forcing. C'est clairement un forcing. Excellent, merci pour cette démo. On va faire un petit wrap-up. Je pense que ça commence à être fatigant côté viewer comme côté Hack 42. Ça va, Jus? Yes. Ouais, ça va. Fatigué, mais ça va. C'est là où on voit ceux qui se lèvent pour bosser tôt le matin à la fraîche et ceux qui sont des oiseaux de nuit. Alors, je repasse avec nos visages, que voilà. Est-ce que pendant cette présentation d'une plateforme, de l'autre, il y a des choses que vous avez... Ah bon, forcément, j'espère qu'il y a des choses que vous avez appréciées dans les idées de l'autre, des trucs que vous avez dit, tiens, ça, je vais essayer de faire plutôt comme ça, tiens, ça, c'est intéressant, mais je suis content d'être pas parti sur cette approche, parce que ça aurait pu être, je sais pas, différent, plus galère, ou limitant. Je sais pas, en avis critique, que ce soit positif comme « Ah, fais gaffe là », si vous avez 1 ou 2 conseils à prendre de l'autre et à donner à l'autre. Je vous fais les pires questions, j'adore ça. C'est très satisfaisant. Putain, la question elle est ultra dure là, c'est qu'est-ce que tu conseilles si on devait recommencer plus ou moins à 0, c'est ça? Non, c'est pas tant ça, c'est plutôt là des 3 heures qu'on a passées ensemble. Ouais. S'il y a 1 ou 2 trucs que tu as vu de la plateforme de jus, de la manière de faire, du front, de juste tous les composants, 2-3 trucs où tu te dis tiens, ça j'aime bien, j'aimerais bien m'en rapprocher, ou plutôt conseil, tiens, ça poteau, t'as fait ça de telle manière, peut-être fais gaffe, ça va se retourner contre toi dans le futur. Et si vous voulez pas ou le sentez pas, dites pas, il n'y a pas de galère non plus. Ce que j'ai bien aimé sur Tower, c'était un truc que nous on n'a pas, c'est du coup le déploiement de VM. Pour l'instant, on fait que déploiement Docker. Donc, tout ce qui est libvirt et tout ça, c'est des trucs auxquels je vais me renseigner là prochainement pour potentiellement aussi intégrer de la virtu sur demande. Et après, je pense que la plupart des choses, c'est des choses où, comment dire, lui il fait plus des trucs un peu plus pour débutants que moi je vais pas forcément faire, que je trouve super intéressantes, mais c'est pas forcément des choses que je vais implémenter. Le côté professeur aussi qui est mis en place, je trouve ça super intéressant. Pareil, c'est pas forcément un truc que je vais mettre en place, mais je trouve ça ultra prometteur. Après, derrière, tu peux aller demander par exemple à des classes de BTS, de DUT, de licence, de venir rejoindre sur la plateforme. Enfin, je trouve ça super intéressant. Il y a vraiment plein de trucs, je trouve, qui peuvent être poussés. Le côté gamification aussi, je trouve que il est présent, mais il n'est pas surjoué au sens... Enfin, ça reste quand même de la cybersécurité, ça reste quand même un truc un peu technique. Je trouve que tu as le côté gamification qui est là, et en plus tu as le côté cyber qui est là, et je trouve que c'est vraiment bien amené en tout cas. Moi j'aime bien le côté clairement pédagogie. C'est vraiment là tout mignon avec des petites fleurs pour te dire tiens t'as envie, bon, on va pas te tacler quand t'arrives, welcome. Je trouve ça super. Si je devais passer peut-être au point négatif, je pense que il y en a pas tant que ça honnêtement, je pense que c'est plus au niveau infra. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être au bout d'un moment, tu vas peut-être te retrouver avec une dette technique que tu n'as peut-être pas tout de suite, enfin pas forcément une dette technique, mais plus une difficulté à peut-être à maintenir sur le long terme. Après, je pense que tu pourras changer, il n'y a pas de problème. Mais ce serait peut-être ça juste le seul point négatif, parce que sinon, franchement, le reste...
Après, est-ce qu'on a besoin de maintenir à vie? On peut garder un pool de 100 challenges et faire de la rotation, et une fois que c'est archivé, tu snapshots une image, tu la mets dans le cold storage, et qui veulent la prendre, la prennent, mais ça vaut risques et périls. Ça peut. Moi, j'aimerais bien te faire découvrir, mais ça arrive parce qu'on a aussi un stream associé à ce sujet-là, soit SDF, soit mise en place, qui te permet d'installer des PHP, Python, Java, ce que tu veux, de la version que tu veux, en soit compilé à la volée, en soit précompilé, et tout un tas d'outils. Mais ça me parle. Je t'en ai parlé un peu, mais... Tu m'en as parlé déjà, je m'en souviens. Le gain de temps, en vrai, tous tes systèmes d'install de process différents va devenir 1 ou 2 commandes max. Tu l'as sur ta machine. Ouais, c'est défaut dans l'Ubuntu. Yes. Pour les users. Nice. Est-ce que tu as envie de te prêter à l'exercice réciproque? Ouais, pourquoi pas. Du coup, moi, ce que j'ai bien aimé du coup sur ta plateforme, c'est ton déploiement d'instances. Ton déploy d'instances, c'est vachement bien. C'est vachement bien, que ce soit isolé dans un Docker, etc. C'est grave chouette. Le temps de boot et l'UI, c'est impressionnant. Si tu cliques, tu commences ton challenge 2 secondes plus tard. C'est quali. Franchement, c'est bien. Ouais, carrément. On n'est pas sur le challenge que tu bootes et tu reviens une demi-heure plus tard en disant putain, il n'est pas encore provisionné. Allez, puis pour la partie job aussi, c'est très prometteur. Ça peut être vraiment sympa aussi. Right. Eh ben, je pense qu'on peut conclure sur ces mots doux. Ah non, t'as dit des choses bien, tu lui as pas dit ça, je pense que ça va être chaud ou dangereux. T'as dit des choses gentilles, Julien. Qu'est-ce que tu fais? Ça me va, moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les bêtises? Des choses méchantes? Non, des choses constructives, des choses utiles pour le futur. Carrément. Bah après, oui, ce qui manque du coup, mais tu l'as dit, mais du coup, c'est la partie VM. Si tu as besoin d'avoir un challenge avec une VM complète qu'on peut router avec du privilege escalation, avec Docker, ça va être compliqué. Et pareil, si derrière tu switches sur du Windows ou autre, pareil, ça va être compliqué aussi. C'est juste ça qui manque, mais si tu implémentes cette partie-là, ce serait vraiment chouette. Si tu es sur un cloud provider quelque chose, tu fais un petit système où les gens font du Packer, ils proposent une VM qui est full pre-build ou un Docker qui est full pre-build ou n'importe quoi. Quand ils te le donnent, toi tu automatises juste un Packer run dans un Packer build dans un truc isolé. Et ensuite t'as plus qu'à dire tiens on a toutes les VM ou tous les Docker ou toutes les images, tous les IMIL et ce que tu veux qui sont pre-build. On en démarre avec un taille de CPU le plus bas possible pour les besoins de la VM. Et zou, t'as juste ton système. Bon, par contre, le boot d'AMI, c'est quand même un poil plus lent que aller faire démarrer une image Docker qui est déjà en cache local. Mais bon, au moins t'as une VM et si la personne la trash, tu t'en fous. J'ai un conseil pour Xanax, pour le futur. Prévois très tôt, genre le plus tôt que tu peux, t'es dans un env cloud, dès que tu peux, partout où tu peux, couper l'IMDS V2 ou couper IMDS tout court en fait. Couper IMDS V1 ou IMDS V2. La metadata URL, elle est partout. Si tu commences à te reposer dessus pour des systèmes d'autant ou autres, tu vas plus pouvoir le bloquer et tu seras ad vitam aeternam à une SSRF prête de te faire serrer les miches. Et c'est pas un sentiment agréable. Donc voilà, s'il y a moyen de rendre ça un peu plus... Dès que tu as du C2, du lambda ou autre, tu peux même le bloquer compte wide. À minima, bloquer le V1 compte wide parce que ça évite une SSRF vers game over. Et essayer d'après de soit locker le plus possible les rôles, soit disable ça et pas l'utiliser. Mais bon, ça a quand même des avantages, ça fait chier. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir lancer un petit raid vers le pod Virtu qui est toujours en stream. Messieurs, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. C'est pas tous les jours qu'on a 2 plateformes qui se créent avec des looks charmants des 2 côtés. Et ça me fait plaisir aussi que vous soyez là en tant que 2 plateformes, mais surtout pas le même public visé, pas la même approche, et du coup, pas vraiment concurrent finalement. Donc c'est beau. Yes, c'était top. Oh, ça sent la fatigue. Oh, allez, lancez le raid, on balance tout sur Virtu. Les copains, c'était un plaisir de vous avoir aussi, vous, viewers, vieweuses. Petite demande comme d'habitude, si vous avez kiffé ce stream, pensez à l'envoyer à un pote, une pote qui est dans le milieu. C'est comme ça qu'on a plus de visu, plus de guests sympas, plus d'idées de sujets marrants et qu'on arrive à snowball des sujets qui peuvent faire plaisir à tout le monde. Voilà, merci encore à vous 2 pour votre présence.
force et honneur pour la suite de vos plateformes d'échelle, mais que des échelles légitimes. Et passez une bonne soirée à tous. Yes, ciao. Des bisous, ciao. Bonne nuit. Le timing. Red qui part dans 5 secondes. 4, 3. Ah, les bisous, ciao. 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 Salut.